Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI. Vous êtes donc porte-parole du gouvernement. D'abord, quelles leçons vous tirez de la 45e mobilisation des Gilets jaunes samedi, en particulier à Paris ? Je crois que c'est une mobilisation dont on voit qu'elle diminue par rapport au samedi qu'on a connu il y a bientôt un an au mois de décembre et au mois de novembre. Donc c'est malheureusement, je dis malheureusement à dessein, une mobilisation qui se poursuit parce que je pense que le gouvernement a apporté des réponses importantes à la fois en matière de pouvoir d'achat, mais aussi des réponses sur les questions de citoyenneté, de démocratie représentative à travers la réforme qu'on présente sur la réforme des institutions. Et donc, de mon point de vue, c'est une mobilisation qui n'a plus lieu d'être compte tenu des réponses que nous avons apportées, des réponses importantes, je crois, que nous avons apportées. Donc pour vous, il n'y a plus de motif légitime pour les Gilets jaunes de se mobiliser? Après, ça c'est le sentiment que moi j'en ai compte tenu des avancées qu'a produites le gouvernement. Je comprends en revanche que des Gilets jaunes, et c'est la liberté de chacun en France que de manifester, moi je souhaite à chaque fois que ça se fasse sans qu'il n'y ait de dégâts. Malheureusement, on a vu hier que des Black Blocs avaient réussi à s'infiltrer en particulier dans la marche pour le climat et donc à bouleverser en quelque sorte ce qui était ce mouvement extrêmement pacifique, très digne et très engagé, donc je le regrette évidemment. Mais vous dites, je regrette ces manifestations parce qu'on a répondu aux Gilets jaunes. Et pourtant, dans l'interview que Emmanuel Macron a consacrée au magazine Time, dans sa version internationale, il a eu une formule d'ailleurs assez curieuse. Il a dit qu'il était dans la vallée de la mort, qui est cet espace où on attend les résultats d'une politique. Autrement dit, d'abord, la vallée de la mort, un petit mot quand même de la violence de l'expression, qu'est-ce que ça traduit? Et puis ensuite, ça veut bien dire que les résultats ne sont pas encore là. Alors, deux choses. D'abord, sur l'expression elle-même, ça renvoie à une sémantique qui est celle des startups en Californie, où on explique ce moment où on a beaucoup investi. Et en l'occurrence, pour nous, ça correspondrait à un moment où on a fait énormément de réformes et où on n'a pas encore les fruits totalement de cet investissement-là. Et on est encore dans ce moment-là où on a des premiers résultats. Je pense en particulier sur le front du chômage, où on a vu que depuis le début du quinquennat, le chômage a baissé de 1 point quasiment et on a créé 500 000 emplois. 300 000 chômeurs en moins, globalement. Exactement. Hein. Et donc, on voit bien... C'est modeste. C'est une baisse modeste. Non, c'est important. Pardon de vous le dire, mais depuis plus de 10 ans, on n'avait pas obtenu des chiffres aussi bons. Donc, je peux quand même me permettre de mettre sur la table le fait que ce sont des résultats qui sont encourageants. Après, toutes les mesures que nous avons prises ne donnent pas encore pleinement leur effet. Donc, c'est pour ça que le président de la République indiquait que nous étions dans ce moment très particulier d'un quinquennat où beaucoup a été fait et où il y a une attente très forte sur les résultats qui commencent tout doucement à se faire voir. Et puis, vous m'interrogez sur les Gilets jaunes. Oui, je crois que nous avons produit un certain nombre de mesures qui sont de nature à répondre aux interrogations qui se sont faites jour au début de la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous leur dites encore une fois, puisque vous dites... Mais en revanche... un peu de patience. Ce que je dis, c'est que nous avons fait un certain nombre de choses en matière de pouvoir d'achat. Et donc, le pouvoir d'achat des Français n'aura jamais autant augmenté que sous l'action de ce gouvernement depuis les 10 ou 12 dernières années. Donc ça, ce sont des choses qui sont tangibles. Je crois que c'est une augmentation de 850 € en moyenne sur l'année 2019 du pouvoir d'achat. En revanche, ce qui a été dans le fond à l'origine de la crise des Gilets jaunes, au-delà de l'étincelle qu'on a eue sur la taxe carbone et au fond le pouvoir d'achat, c'est-à-dire des racines qui sont très profondes, qui sont là depuis des dizaines d'années, sans doute cela, on ne va pas le résoudre d'un claquement de doigts. La disparition des services publics dans les régions rurales, le sentiment d'être un peu sur le bord du chemin pour la mondialisation, ça n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va le résoudre. Les problèmes de fracture territoriale ou autre fracture tout court, vous dites, donnez-nous du temps. Mais je dis tout simplement qu'on ne va pas reconstruire ce que 30 ans de politique publique ont défait. Un peu de patience. En 2 ans. Mais nous y attelons. À propos de pouvoir d'achat, question précise, réponse courte, s'il vous plaît, Sibeth Ndiaye, vous confirmez la baisse de la redevance d'1 € l'an prochain ? Alors, c'est effectivement parmi les pistes du projet de loi de finances pour l'année prochaine, oui, effectivement. Donc, vous confirmez que Gérald Darmanin va le proposer au budget? Moi, je ne sais pas ce que sera l'arbitrage définitif du projet de loi de finances qui sera présenté par Gérald Darmanin. Vendredi en Conseil des ministres. Exactement, en Conseil des ministres. Mais effectivement, on pourrait logiquement se dire que là où nous avons pu faire réaliser des efforts à la sphère de l'audiovisuel public, on puisse à un moment donné répercuter cela. Il y a aussi
aussi des arbitrages à réaliser parce que, je veux juste le dire très rapidement, mais l'audiovisuel public français a à faire face à de très lourdes transformations, des transformations pour l'avenir qui permettront d'améliorer le service public. Donc il faut peut-être aussi lui donner des marges de manœuvre. C'est au ministre du budget de trancher, on verra ça vendredi. Budget, toujours. Selon les Échos ce matin, le gouvernement souhaite limiter sérieusement un avantage fiscal dédié aux personnes âgées à partir de 70 ans. Elles ont droit à une exonération totale des cotisations patronales et ce serait, à partir de l'an prochain, sans doute, dans le budget, en tout cas 2020, réservé aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Est-ce que vous confirmez cette intention du gouvernement ? Oui, cela, je vous le confirme tout à fait, parce qu'il s'agit de faire en sorte... L'abattement dont vous parlez vous permet aussi bien d'avoir quelqu'un qui vient vous accompagner à domicile quand vous êtes dans la difficulté ou dans la dépendance que de vous payer un jardinier. Et donc, on voit bien que lorsque notre propos est d'accompagner les personnes âgées en situation de dépendance ou en situation de handicap, nous souhaitons au final recentrer les choses pour que les aides, quand elles existent, elles s'adressent aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est un nouveau coup porté aux retraités. Non, ce n'est pas un risque. Ça n'est pas un nouveau coup porté aux retraités. Quand votre propos, il est d'utiliser un abattement fiscal ou un abattement social pour des travaux, par exemple, de jardinerie, je ne crois pas que ce soit profondément la chose la plus importante. C'est par ailleurs une aide à domicile auquel on recourt beaucoup de personnes de plus de 70 ans qui consiste à être aidées pour le ménage, pour la cuisine, pour l'accompagnement. Oui, bien sûr. Et donc, il y a aujourd'hui des aides qui permettent d'employer des personnes à domicile. Et il y a des abattements comme pour n'importe quel Français qui existe. Si vous avez une nounou pour raccompagner vos enfants depuis l'école, vous bénéficiez d'abattements fiscaux. De la même manière, ces abattements fiscaux perdureront, y compris pour les personnes âgées. Vous voulez dire que d'autres dispositifs existent déjà, ne seront pas modifiés. Ce que nous souhaitons, c'est que sur cet abattement social en particulier, on puisse le cibler davantage sur les personnes âgées qui sont dépendantes. Donc vous n'avez pas peur que les seniors se sentent une nouvelle fois attaqués par une politique qui les vise non, il n'y a pas de parce politique. que ça fait faire une économie de 300 millions, donc quand même, ça veut dire que certains vous savez, il faut pouvoir faire des choix. Nous considérons qu'un budget se construit en faisant des choix. Et donc, on considère, en l'occurrence là, que les aides sociales, cette forme d'aide, c'est pas vraiment une aide sociale, mais cette forme d'aide à travers des abattements fiscaux ou sociaux doivent pouvoir se concentrer sur ceux qui en ont besoin du point de vue de la dépendance. Et donc on fait ce choix-là. Un budget, c'est toujours des choix. Et il n'y a pas de politique anti-vieux qui soit menée par ce gouvernement. Je dis les choses de manière très cash, bien au contraire. Nous sommes tout à fait conscients qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a des petits retraités qui ont très peu de moyens et ceux-là, nous les accompagnons. Et le président de la République, au mois de décembre dernier, avait déjà réduit l'augmentation de la CSG pour tous ceux avec des revenus sous 2 000 euros. En tout cas, vous confirmez l'information des Échos sur le ciblage de cette exonération fiscale. Il y a une semaine, Sibeth Ndiaye et Emmanuel Macron a remis le débat sur la politique migratoire au centre des débats. Le lendemain, sur LCI, voilà ce que répondait Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Écoutons. Je dis bon constat, mais où sont les solutions? Comme d'habitude, il y a un décalage total entre le regard, je pense, assez lucide que le président de la République jette sur la situation et l'absence totale de solutions. Absence totale de solutions, dit Valérie Pécresse, qui enfonce le clou hier dans le journal du dimanche, qui dénonce un double langage, une duplicité présidentielle sur ce sujet. Elle a tort? Il n'y a pas de double Oui, jeu. je pense qu'elle a évidemment tort. Permettez-moi de dire à Valérie Pécresse que je crois que dans notre pays, malheureusement, le débat sur l'immigration est un débat qui emporte trop de passion. C'est un débat dans lequel vous êtes systématiquement dans le fantasme, dans la contre-vérité. Et on voit bien d'ailleurs fleurir ça et là dans le débat depuis qu'il a été lancé par la majorité, on voit bien qu'il y a des choses fausses qui sont dites. Par exemple, qu'est-ce qui a été dit? Par exemple, il y a des choses... non, pas au sein de la majorité. Je vous dis, depuis que la majorité a fait le choix de porter sur la place publique un débat qu'il est normal d'avoir dans une grande démocratie comme la nôtre, compte tenu des mouvements migratoires que l'on peut anticiper à cause du réchauffement climatique, à cause des troubles militaires Vous avez dit que la France devait s'armer d'ailleurs. Mais bien sûr, nous devons... Mais évidemment... Et alors, quelles sont les contre-vérités, pardon? Par exemple, il y a des choses qui sont dites sur l'aide médicale d'État qui ne correspondent pas à la réalité, ou tout du moins pas à une réalité que nous ayons mesurée à ce stade. Moi, ce que je dis en la matière,
c'est qu'il est d'abord nécessaire d'avoir ce débat. Il est nécessaire parce qu'il faut anticiper l'avenir, ce que je vous disais avec les mouvements migratoires qui auront lieu à l'échelle de la planète. Il est important d'avoir ce débat aussi parce que nous avons une forme d'atypie française sur les questions migratoires et en particulier sur la demande d'asile, puisque partout en Europe, depuis 2015, on a vu que depuis la crise de 2015, on voit le nombre de demandeurs d'asile diminuer alors qu'il augmente fortement dans notre pays. Et donc, il y a une question à se poser. Et la dernière chose, et je veux le préciser, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui majoritairement demandent l'asile en France ne viennent pas de pays d'origine non sûrs. Ils viennent en particulier de pays d'Europe qui demandent leur adhésion à l'Union européenne. Donc, on voit bien que le sujet, on est légitime à le poser. Le président, prenant acte effectivement des chiffres que vous dites, de la relative inefficacité de la politique, y compris la loi Asile-Immigration de Gérard Collomb, à juguler ces flux migratoires des pays sûrs. Mais bref, est-ce que c'est un virage stratégique? Est-ce que c'est un changement de pied politique d'Emmanuel Macron sur le sujet? Absolument pas. Le président de la République maintient évidemment les propos qu'il a eus au moment de la vague migratoire qui a touché l'Allemagne, lorsque nous avions beaucoup de réfugiés venant de Syrie. Mais rappelons le cas allemand jusqu'au bout. On rappelle quand même, pardon, parce que c'est vrai que ça trouble aussi au sein de votre majorité, qu'à l'époque, avant même qu'il soit en campagne et pendant qu'il était en campagne, il a surtout mis en avant le caractère humanitaire de la politique d'Angela Merkel. Ça c'est dû en même temps quand même caractériser. En même temps, alors, il y a 2-3 ans, on met l'humanité devant et aujourd'hui on dit attention, les bourgeois sont très contents de ce qui se passe en matière migratoire parce qu'ils ne le voient pas et les classes populaires sont percutées de plein fouet. C'est un langage assez réminiscent, si vous voulez. Alors, permettez-moi de poser les choses à plat. Quand des centaines de milliers de réfugiés syriens se sont présentés aux portes de l'Allemagne, une chancelière conservatrice, Angela Merkel, a fait un choix extrêmement courageux en ouvrant les portes et en les accueillant. Quelques années plus tard, le bilan que nous avons, c'est que moins de la moitié de ces personnes ont été régularisées au titre du droit d'asile. Le reste n'ont pas été régularisées. Et donc, qu'est-ce que ça nous apporte comme enseignement? Le premier, c'est qu'il vaut mieux se préparer aux mouvements migratoires importants qui auront lieu à la surface de la planète plutôt que de le faire dans l'urgence. Et on a vu ce que ça a pu donner en Allemagne et évidemment dans les pays qui ont été traversés, notamment à l'est de l'Europe. Et deuxièmement, c'est qu'une fois qu'on est préparé, il faut que le droit dont on dispose en matière d'asile soit adapté pour absorber les choses et il faut qu'on soit dans une réponse qui soit européenne. Parce que la réalité, c'est que les plus de 500 000 personnes qui sont arrivées en Allemagne et qui n'ont pas été régularisées, elles n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'au niveau Donc français, elles sont toujours en Allemagne en situation irrégulière, ce qui pose d'autres problèmes, ou bien elles se sont dispersées dans d'autres pays. Donc on a une législation européenne qui n'est pas opérante aujourd'hui. Puisque Emmanuel Macron parlait aussi de la France, est-ce que les Français attendent plus d'ordre et plus de fermeté sur ce thème? De toute évidence, vous savez, je suis très régulièrement l'objet d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. De mon point de vue, qu'est-ce que ça signifie au fond? Ça signifie que dans notre pays, même si les réseaux sociaux sont une forme de concentré qui ne reflète pas forcément le pays, mais ça veut bien dire quelque part qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré dans notre pays avec l'immigration. Il y a quelque chose où une partie de nos compatriotes ne se sentent pas complètement à l'aise avec ce que signifie l'immigration. On la crainte de voir des vagues ou des hordes d'immigrés débarquer en France. Je ne crois pas que ça corresponde en aucun cas à la réalité. Ça, c'est ma conviction. Mais à un moment donné, quand vous avez des craintes qui s'expriment dans votre pays, il faut pouvoir les affronter. Donc, il faut pouvoir poser à plat les choses, dire ce qu'est la vérité de l'immigration, dire d'où viennent les gens, poser la question de ce que nous voulons, de ce que sont nos préférences collectives. Et le débat que nous allons avoir d'ici quelques jours nous permettra de le faire. Et donc, ce que vous dites, ce que vous expliquez, ce que vous contextualisez, c'est que les Français, effectivement, attendent plus de fermeté. Je ne dis pas qu'ils attendent plus de fermeté. On voit bien qu'il y a des endroits, des moments où les Français sont dans beaucoup d'empathie, où on vient accompagner les réfugiés, puisqu'il y a des associations qui se mobilisent. Mais on voit bien dans le même temps qu'il y a de la crainte qui s'exprime. Donc on peut faire, faire comme les petits singes et mettre les mains devant les yeux, ou bien on peut affronter les choses, mettre à plat, dire ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien. Vous dites il faut ouvrir ce débat, Sibeth Ndiaye. Une des choses qui ne fonctionnent pas bien, par exemple, c'est l'intégration.
Aujourd'hui, pardon de vous le dire, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent, qui sont d'origine étrangère et dont on voit bien qu'on les a concentrées dans certains territoires et que du coup, on n'a pas mis en place les bonnes choses pour leur permettre de s'intégrer. Je vous parle immigration, vous répondez intégration, ça renvoie effectivement aux états d'âme des parlementaires. Est-ce que, de votre majorité, s'il y a des députés qui quittent la majorité par désaccord politique, comme certains l'ont déjà témoigné dans une lettre, notamment une quinzaine, est-ce que vous dites c'est le prix à payer pour ouvrir ce débat et pour assumer ce débat? D'abord, on n'est pas dans cette situation. Donc moi, qu'il y ait des parlementaires de La République En Marche ou des parlementaires du MoDem, donc des parlementaires de la majorité, qui expriment des positions et qui souhaitent contribuer au débat par la tribune telle qu'ils ont pu l'avoir pour un certain nombre d'entre eux, je pense que c'est positif. Et je pense qu'au contraire, on doit faire en sorte, et c'est ce qu'on a fait depuis le début, sur d'autres sujets par exemple, sur la bioéthique en particulier, sur la PMA, je pense à assumer jusqu'au bout. On doit pouvoir avoir un débat. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où il y a des sujets qui seraient tabous? Vous leur dites quoi, ces parlementaires? Il n'existe pas de sujet tabou. Qu'est-ce que vous dites aux parlementaires en un mot, Sibeth Ndiaye, en un mot, à ces parlementaires qui quand même ne comprennent pas ce qu'ils perçoivent eux? Et beaucoup sont issus, par exemple, du Parti socialiste, perçoivent eux comme un changement stratégique de ligne. Alors, je leur dis d'abord qu'ils se trompent. Il n'y a pas de changement stratégique de ligne. Notre ligne, elle est identique depuis le début. C'est de traiter les sujets migratoires à la fois avec humanité et avec fermeté. Humanité, ça veut dire qu'on doit être capable d'intégrer les gens, de les accueillir dans de bonnes conditions. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de camps aux portes de Paris qui puissent perdurer. Donc, il faut qu'on puisse trouver les moyens de faire en sorte que les gens soient bien accueillis dans notre pays. Mais il faut aussi trouver les moyens de faire en sorte que lorsqu'ils ne relèvent pas du droit d'asile, ils soient reconduits. Et puis, on pourra poser une autre question, qui est celle de l'immigration légale, de celle de l'immigration qui n'est pas l'immigration liée à la demande d'asile. Mais ayons le débat, bon sang de bon sang. Ayons le débat. Ne dites pas non au débat. Ne fermez pas le débat avant même qu'il ait lieu. Si vous ouvrez le débat, qu'il n'y a pas de décision, ça n'aura pas de sens. Bien sûr, ça n'aura pas de sens. Il va y avoir des décisions dans les semaines et les mois qui viennent dans le cadre du budget. Alors, je ne sais pas si ce sera dans certains dispositifs qui peuvent créer des appels d'air. Je ne sais pas si ce sera dans le cadre du budget. Si on discute, ça peut être le cas. Si on discute, c'est bien pour essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on veut. Et avant même de nous poser la question sur des mesures, posons-nous la question du débat stratégique, de l'orientation que nous voulons avoir sur les questions migratoires. Et ensuite, on peut savoir s'il faut du réglementaire, s'il faut du législatif, s'il faut pousser les feux au niveau diplomatique pour pouvoir avancer. Mais moi, je dis, on fait un état des lieux. On décide ensemble de ce qui est notre préférence collective en matière migratoire et ensuite on prend des mesures. Voilà pour la méthode. Message à la majorité. Édouard Philippe prendra la parole le 30 septembre prochain, dans une semaine, devant l'Assemblée nationale. Je ne sais pas vous le dire. Il y a aujourd'hui 3 ministres qui sont en charge. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Celui de l'Intérieur, pour la question de gestion des flux, c'est évident, c'est Christophe Castaner. Et sur les questions sanitaires, Agnès Buzyn. Édouard Philippe pourrait prendre la parole. Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. Vous ne voulez pas le dire. Je ne sais pas que je veux pas, je ne sais pas. Un mot du maire décrocheur. On en a beaucoup parlé ce matin dans la matinale de LCI. Le maire de Vienne a décidé de décrocher le portrait du président de la République de la mairie. C'est un maire LR, conseiller régional, et qui, pour le prêter, entre guillemets, à une manifestation de gilets jaunes, ils l'ont utilisé d'ailleurs, ils doivent le rapporter aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans son rôle ? Est-ce que ça vous choque ou pas Oui, bien sûr, moi ça me choque énormément. Pourquoi ? Je crois, d'autant plus quand, peut-être parce que j'ai été naturalisée, j'ai un attachement très profond à tous les symboles républicains. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. En revanche, le fait qu'il y ait un portrait du président de la République française dans toutes les mairies, au même titre qu'il y a un drapeau dans toutes les mairies de la République française, pour moi, c'est aussi important. Les symboles de la République, on leur doit respect, et je considère que ce type d'action n'est pas de nature à prouver votre opposition politique à un gouvernement et à une majorité. De responsabilité. Je pense que c'est pas très responsable de le faire, et moi, il me semble qu'on doit avoir systématiquement le respect de nos symboles républicains. Donc vous condamnez sa décision, est-ce que ça vaut une sanction ? Ça, c'est à la justice de le voir. Moi, je crois qu'il ne faut pas non plus donner trop d'importance à ces éléments-là, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une parole publique et politique qui le condamne. Pour finir, on a quelques secondes. La veille du 13 septembre, à la veille d'une manifestation, vous avez dit « je prends ma voiture de fonction ». Moi, en gros, ça a choqué parce que vous disiez « moi, je n'ai pas de problème de transport, j'ai une voiture de fonction ». Il y a une grève demain. Est-ce que c'était une maladresse de votre part ?
d'avoir dit ça. Beaucoup de gens l'ont perçu vraiment comme quelque chose d'assez insultant à leur égard, ceux qui prennent le métro ou qui sont en galère quand il y a une grève. Alors, vous savez, j'ai été nommée le 31 mars, j'ai été nommée il y a quelques mois. Avant ma nomination, et le jour où d'ailleurs j'ai été nommée, je suis venue à l'Élysée en bus. Avant ce jour-là, je venais tous les jours au travail en métro ou en bus. Le jour où je ne serai plus ministre, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 1 an, je reprendrai les transports en commun. Donc les procès qui consistent à dire que je serais quelqu'un qui n'aurait aucune espèce de lien avec la réalité sont des gens qui me connaissent assez mal. Merci d'avoir été ce matin sur LCI. Merci à vous.